Bonjour, bienvenue à ce live TV de Deloitte sur les entreprises en difficulté. Quelle perspective pour 2022 ? Alors pourquoi avons-nous choisi ce sujet des entreprises en difficulté et des perspectives pour 2022 ? Eh bien, tout simplement parce que nous avons vécu une crise sanitaire qui a entraîné évidemment une perturbation très forte de l'économie et surtout une intervention massive de l'État. Ensuite est arrivée une réforme du droit des entreprises en difficulté, réforme importante, et on en verra le contenu significatif, qui fait évoluer le cadre juridique applicable en matière d'entreprises en difficulté. Et derrière cela arrive une crise géopolitique qui évidemment vient perturber le fonctionnement de l'économie, donc le climat des affaires pour les entreprises. Alors pour parler de cette situation et pour essayer de comprendre en quoi le droit des entreprises en difficulté et le restructuring peut être impacté, nous avons réuni un panel d'experts pour entendre des points de vue un peu différents. Des experts de Deloitte. Je vais me tourner vers Jean-Pascal Beauchamp, associé et responsable de l'activité restructuring financier chez Deloitte France, qui a plus de 30 ans d'expérience, et notamment forte compétence de crise pour avoir vécu choc pétrolier, crise des bulles immobilières, subprime et évidemment crise sanitaire. Stéphanie Châtelon, avocat associé chez Deloitte Société d'avocats, responsable de l'activité restructuring, qui malheureusement ne peut pas être avec nous aujourd'hui, mais nous avons Marie Wechter, qui est avocate en restructuring et qui a une compétence toute particulière en matière de fiducie, et nous verrons le lien entre la fiducie et notre sujet. Et puis enfin, notre invité, que nous remercions très chaleureusement, Laurent Suster, secrétaire général adjoint du CIRI, le comité interministériel pour les restructurations industrielles, qui nous exposera sa vision et la vision du côté donc, de l'État sur ce sujet. Peut-être un mot de présentation du CIRI, pour ceux qui en ignoreraient le contenu et l'existence. C'est une équipe qui est rattachée à la Direction générale du Trésor et qui a principalement deux missions. Faciliter la restructuration d'entreprises d'une certaine taille, de plus de 400 salariés qui feraient face à des difficultés financières notamment, et coordonner l'action de l'État pour représenter ses intérêts lorsque l'État est créancier. Et puis enfin, une mission d'information des pouvoirs publics sur des sujets à enjeu, notamment industriels et essentiellement industriels, on va dire. Je me tourne tout de suite peut-être vers Jean-Pascal pour lancer la première question. C'est-à-dire que qu'est-ce qui s'est passé ces 2 dernières années, 2020-2021 ? Qu'est-ce qui est intervenu dans le domaine du restructuring qui mérite d'être relevé ? Merci Arnaud et bonjour à tous. Peut-être à titre liminaire, Arnaud, avant de commencer, je vais vous présenter. Vous êtes professeur des universités et membre du comité scientifique de Deloitte Société d'avocats. Et merci d'être le modérateur de cette session. Alors, entre des chiffres et des lettres, j'ai choisi les chiffres. Et rien de tel qu'un petit constat chiffré le matin pour avoir en tête le panorama de ce qui s'est passé sur 2020 et 2021 avec des chiffres issus de l'étude que nous commettons chaque année avec Altares, l'étude sur l'entreprise en difficulté en France. Étude annuelle, référence effectivement importante pour tous les praticiens. Alors, sur 2021 et 2020, que s'est-il passé ? Le nombre de procédures amiables et judiciaires est de l'ordre de 33 480 procédures sur l'année 2021. Et si on fait une segmentation entre l'amiable et le judiciaire, on va se rendre compte, et c'est le premier message, qu'on atteint 5110 procédures amiables. C'est une explosion, et donc ça c'est le premier point à retenir, une explosion des procédures amiables, avec en corollaire, en nombre de salariés concernés par ces procédures, 83 000 salariés concernés. Ça représente, en nombre de salariés concernés, une baisse de 60% par rapport à l'année précédente. Donc on a cette fois-ci une stabilisation du nombre de salariés concernés par rapport à l'année précédente. On a aussi une démocratisation, c'est le message qu'il faut retenir, beaucoup plus de plus petites entreprises qui se tournent vers l'amiable. Donc ça, c'est un point important. Et si j'en retiens un ratio, l'an dernier, en 2020, on avait 59 salariés ou emplois concernés par une procédure amiable. Aujourd'hui, en 2021, on est à 16 emplois. Donc on a vraiment une baisse assez drastique du nombre d'employés concernés. Sur la partie judiciaire, 28 371 procédures. On est là ici à un plus bas historique. Jamais en France, sur les 30 dernières années, on a eu
un tel seuil aussi bas d'entreprises touchées par une procédure d'insolvabilité. C'est moins 12% par rapport à l'année 2020. C'était déjà un plus bas historique. On le bat encore à nouveau cette année. En ce qui concerne les emplois, 94 188 emplois concernés. On est sous la barre historique des 100 000 emplois. C'est un nouveau record à nouveau. Moins 28% par rapport à 2020, qui était le précédent record. Record à nouveau battu. Juste pour information, là, vous voyez effectivement sur les courbes qui s'affichent à l'écran, vous voyez effectivement les courbes qui sont des vrais toboggans. On est à chaque fois au plus bas du plus bas. Pour les emplois, on est par rapport au seuil, au pic historique de 2013, on est à peine à un tiers des emplois de l'année 2013. Et en ce qui concerne les procédures, on est à peine à un peu moins de la moitié. Donc on est vraiment à quelque chose de très bas. Alors pourquoi ? Parce qu'on est face à une crise sanitaire. On reviendra sur les causes. Sur ce sujet-là, il n'y a pas de... On verra très vite le pourquoi. Mais simplement maintenant, si on rentre un petit peu plus dans le détail de la segmentation des entreprises qui sont touchées, il faut rappeler que sur les 28 371 procédures, 98% d'entre elles représentent des entreprises de moins de 20 salariés. Si je vais encore un peu plus loin, les entreprises de moins de 5 salariés représentent 89%, 90%. Donc on est vraiment sur des TPE, c'est le reflet du tissu économique français. Ces 98% d'entreprises, qui sont des entreprises de moins de 20 salariés, représentent 57% des emplois menacés par les procédures. Si on va sur les 2% restants, c'est-à-dire les entreprises de plus de 20 salariés, on se rend compte que ces 2% représentent 43% des salariés concernés ou menacés par ces procédures. Sur les entreprises de plus de 500 salariés, un petit mot dessus. En 2021, seulement 5 procédures ont été ouvertes à l'encontre de sociétés de plus de 500 salariés. 5 procédures qui représentent 9000 emplois. Rappelons qu'en 2020, 19 procédures avaient été ouvertes, ce qui montre aussi la stabilisation, et la stabilisation de ces procédures ouvertes à l'encontre de ces sociétés. Sur les secteurs, sans trop de surprises, mais on retrouve toujours les mêmes, la construction et le commerce ou le retail. La construction qui passe de 23 à 26%, et puis le commerce qui passe de 22 à 21%. Donc une petite stabilisation là aussi. Et puis le service aux entreprises qui reste stable aussi avec 14 à 15%. Maintenant qu'on a donné cette image rapide en snapshot du paysage des défaillances en France, la question c'est, parce que ce sera intéressant pour notre développement, quand on est en procédure de redressement ou de sauvegarde, comment on en sort ? Et donc, a priori, la voie royale, c'est d'en sortir avec un plan de sauvegarde ou un plan de continuation. Et là, les chiffres sont intéressants puisque en sauvegarde, ce que l'on constate, c'est qu'une entreprise sur 2 sort d'une procédure de sauvegarde avec un plan de sauvegarde. En redressement judiciaire, c'est 1 sur 4. Donc c'est un ratio qu'il faut retenir, notamment dans le cadre futur des évaluations qu'on devra mettre en place. Et si l'on se pose maintenant la question de savoir, une fois qu'on a eu le plan de continuation et qu'on est parti pour les 10 ans d'un plan de sauvegarde ou d'un plan de continuation, quel est le pourcentage d'entreprises qui achèvent le plan ? Et là, on a repris les plans de continuation qui étaient arrêtés en 2011. Et 10 ans après, ce qu'on constate, c'est que les entreprises en redressement judiciaire, c'est la courbe verte que vous avez à l'écran, 27% de réussite en redressement judiciaire. Ça veut dire que 27 entreprises, ou quasiment 3 sur 10, arrivent au bout des 10 ans en ayant achevé leur plan de continuation avec succès. En revanche, pour les plans de sauvegarde, le score est meilleur, c'est quasiment 4 sur 10, sachant que d'une année à l'autre, les plans, ce pourcentage varie. En 2010, le nombre de succès sur les plans en sauvegarde, c'était non pas 4 sur 10, mais c'était 5 sur 10, 1 sur 2. Voilà pour un panorama rapide. Ce qu'il faut retenir, c'est que ces chiffres-là sont anormaux. Ils sont le fruit d'une distorsion économique importante du marché, liée essentiellement aux aides massives que l'État a déployées pour soutenir les entreprises pendant la crise sanitaire et éviter un effondrement de l'économie. Merci. Alors, effectivement, c'est assez intéressant. Déjà, on relève que ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu une perturbation économique générale. Et il y a eu en même temps des records. Il y a eu des records dans un sens surprenant, en fait. Contre-intuitif. Et contre-intuitif, absolument. Je vais me tourner vers Marie, avec la même question. Qu'est-ce qui est important en 2020-2021, d'un point de vue, cette fois-ci, plus juridique ?
Merci Arnaud. Effectivement, sur le 2020-2021, mais peut-être qu'on pourrait compléter le propos de Jean-Pascal avec l'intervention de Laurent sur les aides qui ont été apportées par l'État. Alors, Laurent, sur les aides d'État. Tout à fait. Si je rebondis sur les propos de Jean-Pascal, finalement, cette crise du Covid qu'on a tous qualifiée de majeure, on peut la cibler sur deux effets, deux impacts fondamentaux. Le premier, c'est un choc de production inédit généré notamment par les confinements. On n'avait jamais vu ça, un arrêt des productions, etc. Et le deuxième, c'est un niveau d'incertitude que je pense quasi inégalé dans l'histoire économique récente. Et on sait, l'incertitude, c'est destructeur de valeur économique, et donc c'est quelque chose qu'il faut absolument circonscrire. Et finalement, vous disiez, j'ai choisi les chiffres, j'avais les lettres, etc. Le gouvernement a choisi ni les chiffres, ni les lettres, et les chiffres et les lettres, mais c'est finalement l'action qui était centrale. Et cette action, elle s'est ciblée sur 3 éléments principaux. D'abord, accompagner les entreprises face à ce choc de production, avec pour objectif fondamental de préserver l'emploi. Et ça, la mesure cœur de cette action, c'est l'activité partielle, avec plus de 35 milliards d'euros qui ont été consacrés à cela. Le deuxième, c'était prévenir le choc de liquidité. Et c'est finalement l'enseignement qu'on peut tirer de la crise de 2008. On a vu la catastrophe que ça avait été, justement, qui est cette défiance qui avait du coup créé ce choc de liquidité. Là, on a voulu le prévenir. Et la mesure phare de cet axe-là, ça a été les prêts garantis par l'État, avec plus de 145 milliards qui ont été accordés à plus de 700 000 entreprises. Et le troisième élément, c'est que l'activité partielle ou l'apport de liquidité, ça ne permettait pas de couvrir entièrement, notamment les coûts fixes. Et donc en ciblant notamment les PME et les ETI, on a déployé le fonds de solidarité, qui ensuite s'est déployé justement sous forme d'aide de couverture d'une partie des coûts fixes ou des aides loyers. Et ça, c'était 25 milliards d'euros qui ont été consacrés et qui ont pu bénéficier à plus de 2 millions d'entreprises en France. Donc ça, c'est finalement pour le panorama de l'action qu'on a conduite. Et si on parle de l'action, justement, de la manière dont l'État a pu s'organiser, on peut peut-être retenir 2 choses, et notamment, puisqu'on parle aujourd'hui des entreprises en difficulté. Sur le terrain, les acteurs qui étaient à la manœuvre de l'accompagnement des entreprises ont été tout l'écosystème qu'on appelle l'éco-défi autour des préfets, les CRP, les commissaires à la restructuration et à la prévention des difficultés, et puis évidemment la direction des finances publiques. Et ce qui est intéressant peut-être à dire là-dessus, c'est que tout cet écosystème s'est mis en branle pour accompagner les entreprises, et on peut y voir peut-être la naissance d'une nouvelle culture, celle de l'accompagnement, de la co-construction avec les acteurs économiques, qui dépasse peut-être la culture plus traditionnelle du contrôle ou de la régulation. Et ensuite, puisque vous avez présenté 2 mots en introduction sur l'O-CIRI, donc c'est au niveau national, évidemment notre activité a été fortement impactée, avec un volume d'entreprises accompagnées beaucoup plus élevé, et puis aussi avec une évolution de nos modalités d'action. On a notamment, vous le savez, sur certains dossiers, pu intervenir directement pour apporter des liquidités, et pour ce faire, le budget du CIRI est passé de 75 millions à plus d'1 milliard d'euros en 2020 et 2021. Et le troisième élément, en petite incise, c'est que le droit des faillites lui-même a connu des assouplissements pendant la crise. On pense notamment au renforcement des procédures de conciliation. Et certaines de ces dispositions ont d'ailleurs été pérennisées dans le cadre de la transposition de la directive. Absolument. Ça, c'est un point qui est très important. C'est l'évolution du rôle de l'État qui a été mis en première ligne avec cette crise. Et en parallèle, effectivement, des outils qui ont évolué. Donc certains, d'ailleurs, de manière assez significative, puisque l'ensemble du droit des entreprises en difficulté, ce qu'on appelle parfois du terme ancien du droit des faillites, puisque justement, on essaye d'éviter d'en arriver là, a évolué. Et du coup, Marie, cette fois-ci, en complément de ce panorama échiffré et sur le rôle de l'État, en termes de cadre juridique, d'un côté un peu plus institutionnel, qu'est-ce qui est significatif sur la période écoulée ?
Merci Arnaud. Effectivement, donc on a sur le plan législatif, on a ces mesures exceptionnelles qui ont été mises en place en réaction directement en fait à la crise sanitaire, à la situation dans laquelle on était avec la Covid. Mais il y a eu également cette transposition de la directive européenne, la directive restructuration et insolvabilité. Les objectifs du texte européen, c'était d'abord de promouvoir l'anticipation, la prévention du traitement des difficultés d'un débiteur, et marquer un premier pas vers une harmonisation du droit des entreprises en difficulté au niveau européen. Cette directive a été transposée en droit français par une ordonnance du 15 septembre dernier, applicable dès le mois d'octobre, et qui a repris ces 2 points. Donc, l'ordonnance a d'abord mis en place des éléments qui sont de nature à anticiper, à promouvoir cette anticipation du traitement des difficultés. Cela passe par exemple par un raccourcissement de certains délais de procédure, par exemple la période d'observation en sauvegarde qui passe de 18 mois à 12 mois pour pouvoir intervenir le plus vite possible. Cela passe aussi par une promotion des procédures préventives à la française comme la conciliation, avec une mesure intéressante par exemple qui permet aux débiteurs de solliciter des délais de paiement à l'égard d'un créancier qui n'aura pas dans les délais impartis accepté de suspendre l'exigibilité de sa créance. C'est intéressant cette mesure parce que d'abord ça va aller vers un renforcement de la prévention, de la procédure de conciliation, puisque finalement concrètement seule la menace seule suffira à débloquer certaines situations, et aussi parce qu'on va vers quelque chose un peu d'ambigu ou entre collectif et amiable, puisque concrètement il s'agit de transposer le gel du passif antérieur qu'on connaît en procédure collective pour l'acclimater dans une procédure amiable. L'ordonnance va également introduire un certain nombre de nouveaux concepts en droit français pour aller vers cette optique d'harmonisation du droit européen des entreprises en difficulté. Ces nouveaux concepts, c'est par exemple déjà un modèle de consultation des créanciers sur l'adoption du plan qui va fortement évoluer. Ce sont les classes de parties affectées. Les créanciers ne vont plus être rassemblés en fonction de leur qualité. Sont-ils des établissements de crédit, des fournisseurs, des obligataires, mais en fonction d'un critère économique. Quel est le rang de ce créancier par rapport aux autres créanciers du débiteur ? Donc les classes de parties affectées qui sont plus larges que les créanciers, parce qu'on va intégrer notamment par exemple les détenteurs de capital, autre nouveauté de la réforme, vont venir remplacer les comités de créanciers que nous connaissions jusqu'ici. L'administrateur judiciaire va pouvoir constituer ces différentes classes sur la base d'une communauté d'intérêt économique. Il y aura une classe de parties affectées qui regroupera les créanciers bénéficiant d'une sûreté réelle, puis autant de classes que nécessaire, jusqu'à une classe qui regroupera les créanciers chirographaires du débiteur. Cette nouveauté est combinée également avec la possibilité désormais d'imposer un plan à une classe entière de classes de parties affectées, c'est le cross-class cram-down. On avait la possibilité auparavant d'imposer un plan à quelques créanciers récalcitrants dans un comité. Aujourd'hui, on a la possibilité de l'imposer à toute une classe de parties affectées. Alors, ce sera bien sûr sous le contrôle du tribunal qui vérifiera un certain nombre d'éléments et notamment qui appréciera la situation dans laquelle se serait trouvé le créancier à qui on va imposer le plan dans d'autres scénarios, en liquidation judiciaire, en plan de cession pour le débiteur. L'objectif ici, c'est d'accélérer encore le traitement des difficultés pour les prendre le plus en amont possible et en fait de limiter les discussions sur un plan entre le débiteur et les créanciers qui seront réellement affectés par le projet de plan. Et c'est là qu'on va voir la distinction entre le créancier qui est dit dans la monnaie et qui aura voix au chapitre et celui qui n'est pas dans la monnaie et dont on va essayer de limiter le pouvoir de nuisance le plus possible. Plusieurs conséquences à cela qu'on va pouvoir développer ce matin. D'abord, le changement de paradigme du droit des entreprises en difficulté qui marque un premier pas vers une meilleure prise en compte des intérêts des créanciers dans ce type de procédure. Deuxièmement, l'importance capitale de la valorisation de l'entreprise qui va permettre de chiffrer les différents scénarios dont je parlais tout à l'heure, liquidation judiciaire, plan de cession, et déterminer quel créancier est dans la monnaie et quel créancier ne l'est pas. Troisième point, l'importance des sûretés par le rang qui va conférer à chaque créancier dans le cadre de la constitution de ces classes de parties affectées. Et enfin, les contentieux qu'on peut s'attendre à avoir sur la mise en place de ces nouvelles mesures. Donc cette réforme, c'est également un événement important qui a marqué 2021 dans le domaine du restructuring. Alors, très clairement, et ce qu'on retient d'ailleurs, c'est une technicité accrue, en tout cas une technicité qui a toujours été dans ce domaine, mais qui est encore plus forte avec des notions nouvelles. Donc il va falloir prendre le temps de se les approprier.
appropriée. Et puis, on retient, je pense, le point fondamental, c'est ce rééquilibrage des intérêts protégés au sein des procédures. Et donc avec ça en tête, l'autre question qu'on se pose, c'est que tout ça c'est très beau, et concrètement, que va changer la réforme? Comment va-t-elle finalement impacter la pratique en 2022 et pour les années à venir? Et peut-être que je commence par Jean-Pascal. Ok, avec plaisir Arnaud. Juste avant, encore une fois, je voudrais rebondir sur ce qu'avait dit Laurent sur la culture d'accompagnement et le renforcement de la culture d'accompagnement. Ça peut nous sembler naturel ici en France. Il faut savoir que dans d'autres pays, ce n'est pas le cas. Et donc c'est aussi l'une des particularités du système français d'avoir un État qui est au chevet des entreprises en difficulté. Sur ce que va changer la réforme, alors Marie et Laurent l'ont expliqué également, on a donc un curseur qui va, ou un mouvement de balancier qui s'opère en faveur du créancier, et en même temps on a un actionnaire qui se retrouve peut-être dans une situation plus vulnérable, et de même on a les modalités du bras de fer ou du rapport de force. Autant il change entre l'actionnaire et les créanciers, puisqu'il n'y a plus cette menace des 10 ans de la conversion en procédure collective et d'un plan sur 10 ans, mais il y a également les modalités du bras de fer, elles changent aussi entre les créanciers avec des niveaux de seniorité différentes. Ça, c'est à prendre en compte. Le point également qui va changer, c'est le momentum des négociations. Est-ce qu'il faut négocier le redressement judiciaire au moment du redressement judiciaire, ou le plan, est-ce qu'il faut le négocier au moment du redressement judiciaire, au moment de la sauvegarde, ou au contraire, bien plus en amont? Et mon sentiment, ou du moins mon analyse, c'est que tout ce texte nous pousse à se positionner le plus en amont possible, et tout ce qu'il faut faire, tous les outils qu'il faut bâtir pour justement modéliser un plan de continuation qui devrait être appliqué en procédure, il faut le préparer le plus en amont possible pour justement pouvoir l'appliquer dans une situation qui est amiable. Donc cette logique de momentum est importante, il faut la garder en tête. Marie a également parlé de la constitution des classes de parties affectées, qui est pour moi un moment très critique, très stratégique dans la conduite de sa procédure de restructuration. Tout le sujet étant aujourd'hui de savoir quels créanciers sont dans la valo ou pas, ou dans la monnaie ou pas, parce que c'est eux qui vont avoir le pouvoir demain. Et dans ce cas-là, l'outil qui est mis en place, on parle effectivement dans le texte de la transposition, dans l'ordonnance, on parle effectivement d'évaluation de l'entreprise en difficulté. Alors c'est un vaste sujet, parce que c'est un sujet qui n'existait pas avant dans l'approche ou le traitement des entreprises en difficulté. Ça venait pas spontanément en tête de se dire il faut évaluer une entreprise qui est en difficulté en période d'observation, et se dire, tiens, combien vaut-elle à terme, sachant qu'il faut qu'elle sorte de la procédure, sachant que suivant les procédures en conciliation, redressement ou sauvegarde, on a vu au gré des statistiques que je vous ai données qu'il y a un facteur d'incertitude qui est variable sur la capacité à sortir en plan, et puis également à achever le plan de continuation de sauvegarde. Donc ça, ce sont des facteurs à retenir. Et donc, si on parle de valorisation, qu'est-ce qu'on peut se poser comme question? La première question, c'est qui va faire la valo? Bon, bien évidemment, des experts, sous le contrôle du tribunal. Et à partir de ça, quand va-t-on faire la valo? Dans le texte, c'est au moment de la présentation du plan, et si jamais des classes de parties affectées n'ont pas accepté le plan proposé, ou des créanciers dissidents qui ne l'ont pas accepté. A priori, je me demande s'il ne faut pas le faire avant. Et même ma conviction, c'est qu'il faut le faire bien en amont, et probablement en conciliation, de manière à identifier les créanciers munis-sûreté, définir quelles sont les communautés d'intérêt économiques qui peuvent être juxtaposées, et de là, voir quelles sont les classes de parties affectées, puisque c'est un jeu d'échecs, en fait. Ensuite, quel valo doit-on prendre en compte? Le texte parle d'évaluation going concern, donc l'évaluation en activité d'une entreprise qui est en période d'observation et qui doit présenter un plan. Mais on parle également d'évaluation en liquidation, ce sera assez simple, d'évaluation en cession, et puis d'évaluation dans le cadre d'une meilleure solution alternative. Donc on a tout un panel d'évaluation. Je pense que le sujet majeur, c'est l'évaluation going concern en activité. C'est sur celle-là qu'on va rester. Et donc, sur quelle méthode va-t-on prendre et sur quelle base? Alors, quelle méthode? On va pas inventer la roue, hein. On va reprendre les méthodes existantes. Ce seront toujours une combinaison de méthodes. La méthode des DCF qui permet d'appréhender la valeur future d'une entreprise sera probablement la plus prééminente. Et elle devra se baser sur le business plan, les prévisions de trésorerie qui ont été faites. Et donc, quand on présente un plan en retournement, on a toujours un prévisionnel d'exploitation qui montre les difficultés, l'impact du plan de restructuration et puis le retour à la profitabilité. Et plus on se projette loin et qu'on revient et qu'on retient
ce retour à la profitabilité, plus ça donne une valeur qui s'améliore. Et plus la valeur s'améliore, plus elle fait rentrer dans la danse des créanciers qui seront donc dans la monnaie et susceptibles d'influer sur le plan. Voilà pour les premiers éléments sur ce que va changer la pratique. Ce que l'on peut dire également aujourd'hui, c'est que ces sujets sont très prégnants déjà en conciliation. Et ce qu'on voit déjà en conciliation, ça c'est un retour terrain de tous les praticiens qu'on a autour de la table, c'est qu'il n'y a pas une seule valeur. Il y en a plein. Les valeurs, elles dépendent de chaque acteur, de chacun de leurs projets, de leur position, de leur logique stratégique. Et donc, déjà, on ne se met pas d'accord, déjà même en conciliation. Donc ça, c'est un point à retenir. Ce qui veut donc dire que si on a des positions qui ne sont pas tellement réconciliables, le jour où on sera en procédure, il y aura donc des recours. Alors, c'est encadré, les recours, on a des délais, mais ce sera facteur donc de temps supplémentaire à anticiper, facteur aussi de coûts supplémentaires à prendre en compte. Un dernier point maintenant, c'est qu'il faut laisser à la pratique le temps de se sédimenter, si on peut dire, pour de manière à avoir des usages qui seront plus retenus. Et un dernier point quand même encore plus en amont, cette fois-ci, c'est le monde du financement qui, au regard de ce texte, va se dire, tiens, le jour où on sera confronté à cette situation-là, il faudra qu'on soit bien placé. Et donc celui qui est bien placé aujourd'hui à la lecture du texte, c'est le créancier muni de sûreté réelle. Alors, soit ce sera effectivement une course à la sûreté, ou de manière parallèle, le choix d'autres sûretés, et notamment ce qu'on évoquait entre nous tout à l'heure, notamment la fiducie, qui permet à un créancier d'être hors champ de la procédure. Ce en quoi on reste dans une logique assez traditionnelle des entreprises en difficulté, puisque cette idée de sortir des procédures avec des sûretés spécifiques est quelque chose qui a toujours existé. Mais on retient notamment, très concrètement, je pense, l'aspect évaluation et la forme de complexité. Il ne faut pas peut-être non plus trop exagérer, parce que je suis d'accord, Jean-Pascal, tu l'as dit, hein, il y a un historique, on a des méthodes déjà, mais il est vrai qu'il y a un changement de comportement qui va avoir, et ça c'est un point qui est important, et on entend bien, il faut que les professionnels s'emparent de ça et prennent le temps de bien gérer ces nouveaux éléments. Et alors peut-être justement sur ces éléments concrets, est-ce que Laurent, vous aviez un regard peut-être complémentaire? Peut-être d'abord rebondir sur ce que vous disiez, Arnaud, parce qu'effectivement ce sont des pratiques traditionnelles, et notamment le recours à la fiducie, parce que ça nous protège le plus de ce qui peut advenir. Néanmoins, quand même un élément à noter, c'est que, à mon sens, le recours à la fiducie pourra être encore plus attractif qu'hier avec cette réforme. D'où quand même une sorte de point de vigilance, parce qu'on est sur des entreprises en difficulté, leur valeur c'est leurs actifs. Si on met tous les actifs en fiducie, il n'y a plus rien, donc on ne pourra plus les restructurer. Donc je trouve que c'est un point d'attention qui sera intéressant d'observer dans la pratique dans les prochaines années. Et pour répondre à votre question, je pense que vraiment le point principal, et vous l'avez dit Jean-Pascal, mais on peut y revenir, c'est vraiment la valeur économique, la notion économique qui devient plus centrale en fait dans le droit des restructurations. D'abord, évidemment, la notion d'être ou de ne pas être dans la monnaie. C'est central parce que demain, ou d'ailleurs dès aujourd'hui, ça confère un pouvoir d'imposer un plan via le mécanisme d'application forcée interclasse, ou de se voir imposer un plan si on n'est pas dans la monnaie. Donc si on prend par exemple l'exemple d'un actionnaire, l'actionnaire aujourd'hui, s'il n'est pas dans la monnaie, peut se voir imposer un plan qui le dilue, alors que ce n'était pas possible avant. Donc c'est un élément en sauvegarde ou en redressement judiciaire, c'est un élément central qu'on peut avoir à l'esprit. La notion économique aussi dans la notion d'être ou pas être partie affectée, ou dans la constitution des classes qui doivent partager un intérêt, une communauté d'intérêts, avec justement tout ce travail qu'aura l'administrateur judiciaire de les constituer, ces classes, et il pourra en ressortir des plans assez différents. Ce qui veut dire aussi que la pratique du restructuring probablement va évoluer. Vous avez parlé de la valeur économique qui devient centrale, donc le professionnel du chiffre aura un rôle important dans l'évaluation de cette valeur économique, et avec toutes les difficultés, ou en tout cas les enjeux, les subtilités qu'on va pouvoir rencontrer. Et ensuite, il y a la notion des sûretés qui reprennent toutes leurs valeurs, finalement qu'elles soient réalisables ou pas réalisables. Et ce qui est important, c'est que la sûreté confère une place dans l'ordre des créanciers, et donc permet de déterminer, encore une fois, si le titulaire de cette sûreté est ou n'est pas dans la monnaie, et donc se retrouve en droit ou se retrouve en difficulté potentiellement en se voyant imposer un plan s'il ne l'est pas.
Le fait justement d'être titulaire d'une sûreté et donc d'être créancier privilégié et donc dans la monnaie potentiellement, ça joue un rôle dans les discussions qu'on a. Si on prend un exemple, on a eu un dossier dans lequel on avait un actionnaire qui était également créancier, voulait bénéficier d'une sûreté sur sa créance. Donc c'est-à-dire que cet actionnaire serait devenu créancier garanti, donc potentiellement créancier dans la monnaie. Et donc c'est-à-dire qu'en faisant ça, potentiellement, il s'arroge demain un rôle nouveau pour la définition d'un plan, pour potentiellement l'imposer aux autres créanciers, etc. Et donc, finalement, on se retrouve actionnaire avec une place de choix pour assurer peut-être le pilotage ou l'atterrissage d'un plan. Ensuite, peut-être un mot sur l'État aussi. Il y a peut-être deux éléments à avoir à l'esprit. Le premier, c'est que la sauvegarde demain est un espace de négociation, beaucoup plus qu'il ne l'était aujourd'hui. Et donc, si c'est un espace de négociation, peut-être que le CIRI sera davantage présent dans la mesure où la pratique traditionnelle, c'est qu'on est présent plutôt en amiable, là où il y a justement cet espace de négociation. Demain, c'est peut-être amiable plus sauvegarde. Aussi, sur les créanciers publics, je pense que c'est une évolution assez fondamentale. Les créanciers publics, alors c'est un sujet important puisque dans nos entreprises en difficulté, on a souvent ce sujet de traitement du passif public. Demain, ces créanciers publics constitueront une ou des classes et donc seront en mesure d'avoir la possibilité de définir un plan, de se prononcer sur le traitement des créances privées, de se voir imposer elles-mêmes un plan. Donc c'est quelque chose qu'il faudra finalement accompagner et prendre en compte. Avec évidemment cette ambivalence qu'il y a dans l'objectif des créanciers publics, à la fois garantir le recouvrement des créances publiques et aussi assurer le redressement d'une entreprise. Absolument. On retient quand même cette évolution sur la négociation. Alors il y a cet aspect effectivement sûreté, mais je pense qu'on reviendra sur cet aspect un peu plus tard, et qui est évidemment un point essentiel, du périmètre qui se met en place. Oui. Juste un point pour rebondir sur ce que disait Laurent, sur l'espace nouveau qui va être conféré à la sauvegarde. C'est vrai qu'aujourd'hui, la sauvegarde, c'est un peu le parent pauvre des procédures, puisque ça ne représente que 3% des procédures judiciaires. Donc tout l'enjeu va être de voir si ces 3% vont être décuplés ou pas dans les années à venir. Absolument. Et ce que je retiens effectivement de ce que vous venez de dire, Laurent, c'est qu'il y a une évolution en même temps de la pratique qui sera culturelle sur la négociation. Puisqu'on sait que la négociation, très commune dans d'autres systèmes, n'était peut-être pas nécessairement je dirais la façon la plus naturelle de régler les problèmes dans le contexte français et notamment des pays de droit civil. Et là, on voit bien une évolution qui veut dire que l'ensemble des acteurs, État compris, effectivement, va être dans une approche nouvelle sur ces sujets. Et alors peut-être que c'est ce qui permet de poser la question à Marie sur concrètement, d'un point de vue plus juridique, qu'est-ce que cette réforme va entraîner ? Alors, en fait, la réforme va avoir, effectivement, on l'a vu, un impact sur le raisonnement, la stratégie de chaque partie prenante. On l'a vu avec les créanciers dans la monnaie qui n'avaient plus cette épée de Damoclès des 10 ans du plan qu'on pouvait leur imposer en sauvegarde. Mais il y a d'autres parties prenantes dont le comportement va évoluer. Il y a d'abord le débiteur qui va être incité à traiter ses difficultés le plus en amont possible parce qu'il sait qu'il va pouvoir proposer le plan en sauvegarde. Mais en revanche, s'il n'arrive pas à le faire adopter, eh bien, les créanciers vont pouvoir proposer leur propre plan et reprendre ainsi en quelque sorte la main. Et on retrouve ici la problématique de la constitution des classes de parties affectées. Sur quels critères ? Combien de classes ? Là, c'est le travail de l'administrateur judiciaire. Et à cet égard, le schéma procédural qui est proposé dans le cadre de la réforme, donc qui consiste en l'ouverture d'une conciliation en amont d'une procédure de sauvegarde accélérée, est assez intéressant parce que pendant le temps de la conciliation, l'administrateur judiciaire va pouvoir bâtir son projet de plan et en parallèle constituer les classes de parties affectées dans un même raisonnement pour pouvoir favoriser une adoption la plus rapide possible du plan. Il y a également le raisonnement des créanciers qui ne sont pas dans la monnaie et qui vont en fait avoir cette perspective de subir potentiellement l'écrasement en sauvegarde ou en sauvegarde accélérée et qui du coup vont être poussés à trouver un accord négocié avec le débiteur dans le cadre d'une procédure de mandat ad hoc ou de conciliation. Et il y a enfin les actionnaires dont parlait Laurent. Effectivement, avec la réforme, ils deviennent une partie affectée, on va pouvoir leur imposer un plan, mais il faut qu'ils aient aussi en tête de leur côté que
que en sauvegarde, seul le débiteur va pouvoir demander le cross-class cram-down. Et donc, ils ont eux aussi l'incitation à faire en sorte que le débiteur traite ces difficultés le plus en amont possible pour éviter de se faire appliquer cette mesure. Donc la réforme va avoir un impact pendant le deal restructuring, mais même en amont, parce que les créanciers, par exemple, vont mettre en avant des clauses de negative pledge, de pari passu, pour faire en sorte que eh bien, le débiteur n'ait pas de futurs créanciers qui soient mieux placés, qui bénéficient d'un rang supérieur au leur, ou en tout cas qui puissent dans ce cas bénéficier d'un même type de sûreté. Donc ça, c'est des clauses qui vont reprendre toute leur importance, même dans des financements in bonis. Donc, il va y avoir un changement de comportement, de raisonnement dans les deals restructuring, mais même en amont. D'accord, donc on voit quand même des impacts réels et très concrets de cette réforme dans le contexte que nous connaissons. Ce qui amène d'ailleurs à se poser une question, c'est que l'ensemble de ces nouveaux textes, qu'il faudrait d'ailleurs aussi lire en ayant en tête la réforme du droit des sûretés, en parallèle, qui sont donc deux réformes majeures qui se combinent, et une réforme qui tient compte très clairement de l'articulation entre le droit des entreprises en difficulté et le droit des sûretés, ce qui était une des faiblesses d'ailleurs du cadre juridique français initial, où l'évolution des sûretés s'était faite de manière un peu autonome par rapport au droit des restructurations. Donc on voit qu'il y a un impact très concret, vous l'avez tous dit, ce qui amène à la question du jugement ou de l'évaluation, cette fois-ci de la loi, pas des entreprises. Et est-ce une bonne réforme, d'une part? Est-ce qu'on peut juger déjà cette réforme? Et puis surtout, peut-être d'ailleurs maintenant un petit peu plus insidieux, est-ce que ça modifie la place de la France dans une perspective concurrentielle, de concurrence normative, et notamment au sein de l'Europe? Est-ce que la France pourrait, grâce à ces textes, devenir une place forte des restructurations? Et peut-être que je vais me tourner vers Jean-Pascal d'abord. Merci Arnaud pour cette question. Alors, tout d'abord, c'est une réforme qui est en progrès. On a un premier pas, on sait qu'on en aura d'autres qui vont suivre, donc c'est une réforme en progrès. Maintenant, c'est une réforme qui met en place un rééquilibrage, donc c'est jamais négatif, c'est plutôt positif. Et puis maintenant, la question, ça dépend de l'angle de vue. Donc là, on se pose pas la question pour savoir si c'est bien pour l'actionnaire ou pour le prêteur ou pour les fournisseurs ou pour l'État ou pour le dirigeant. On se pose la question à un niveau plus macro. À un niveau plus macro, si on regarde un petit peu ce qui se passe dans les autres pays, les situations sont différentes. La France a fait un choix de se positionner pour les grosses entreprises. Ça va concerner en France un nombre très limité d'entreprises par an. D'autres pays, notamment la Hollande, ont choisi dans le cadre de l'application de cette réforme de l'appliquer aux petites entreprises. Donc ça, c'est déjà des angles d'approche qui sont différents. L'approche un petit peu élitiste retenue par la France est un premier pas, et c'est logique de conférer ce nouveau texte qui est quand même assez complexe à des entreprises qui ont les moyens de s'entourer de manière à faire avancer à la fois le droit et la pratique. Voilà. Mais surtout maintenant, pour moi, ce texte, c'est le texte du comeback de la France en matière d'attractivité pour l'investissement. Il y a encore quelques années, encore 7 à 8 ans, il y avait des covenants dans les clauses de certains groupes, dire surtout on n'investit pas en France. Parce que c'est compliqué, si on perd notre argent, pour le récupérer, c'est difficile. Aujourd'hui, je pense que ça, c'est quelque chose qui devient de l'histoire ancienne, et ce texte nous remet en haut de la pile, et nous remet au goût du jour. On devient un pays comparable aux autres. D'accord. En tout cas, en termes de perception. En termes de perception. C'est clair. On était un pays qui était débiteur friendly, on devient un pays qui est un peu plus créditeur friendly. Oui. Ou en tout cas qui équilibre. Ça, tout à fait. Donc premier point de vue, c'est que la France a les moyens de devenir une place forte du restructuring en Europe. Absolument. D'accord. Marie, qu'est-ce que tu en penses ? Alors, je suis d'accord avec Jean-Pascal, c'est une première étape. Il y a un tel changement de paradigme qu'il faut y aller petit à petit pour être sûr d'aller dans le bon sens. Et c'est ce qu'a choisi le législateur, effectivement, parce qu'il a décidé que ces concepts nouveaux, dont on a parlé ce matin, s'appliqueraient qu'à certaines procédures. Seulement les procédures de sauvegarde accélérée, ou bien les procédures de sauvegarde ou de redressement, quand certains seuils sont atteints, 250 salariés et 20 millions d'euros de chiffre d'affaires, ou 40 millions d'euros de chiffre d'affaires. Et si on reprend effectivement les chiffres
chiffres des études de Deloitte Altares, les études des équipes de Jean Pascal, qu'on fait une projection pour essayer de quantifier un peu le nombre de procédures qui seraient concernées, bien on arrive à une centaine de dossiers par an. En réalité, effectivement, ce sont les grosses sociétés qui seront concernées par ces mécanismes-là, celles qui ont de la trésorerie pour financer ces procédures et qui ont effectivement la possibilité de s'entourer de conseils pour les aider à naviguer dans ces nouveaux concepts-là. En fait, cette centaine de dossiers par an va servir de laboratoire d'expérimentation de ces mesures pour voir un peu ce qu'on pourra en faire par la suite, éventuellement quelles autres mesures nous permettront d'aller plus loin dans ce schéma-là. D'accord, donc une expérimentation, les praticiens s'en servent, une expérimentation normalement contenue qui permettrait d'étendre ensuite les mesures à plus d'entreprises, par exemple. Très bien. Alors ça, c'était le point de vue des praticiens. Si on se tourne vers un autre praticien, mais cette fois-ci du point de vue finalement plus institutionnels, Laurent, quelles observations ou quel jugement vous pourriez porter sur cette réforme? Alors pas le jugement du travail du législateur, bien sûr, mais sur son impact. Déjà, ce qui est intéressant, c'est de se rappeler quels étaient les objectifs qu'on poursuivait à travers cette réforme. D'abord, d'un point de vue européen, l'objectif évident, c'est celui d'harmoniser le droit européen en matière de faillite toutes les entreprises en difficulté. Et intéressant de se rappeler que c'est la première directive qui touchait le droit des faillites en Europe. Ensuite, si on se place d'un point de vue national, d'abord, il y a peut-être 3 objectifs principaux qu'on poursuit. D'abord, celui de préserver le modèle français des procédures amiables. On l'a évoqué, et c'est vrai, c'est une culture française des procédures qui existe et que la directive, ou en tout cas plutôt que la transposition de la directive, avait objectif de préserver. Ensuite, et vous l'avez évoqué, il y a le sujet d'attractivité de place, d'où aussi ce rééquilibrage entre les différentes forces dans le cadre d'une restructuration. Et ensuite, évidemment, ce qu'on a cherché à faire, c'est à la fois la recherche de l'efficacité et la recherche d'un équilibre. Équilibre justement entre ces différentes parties prenantes, créanciers versus détenteurs de capital, et efficacité avec justement cette notion d'être ou ne pas être dans la monnaie, qui permet, via le mécanisme d'application forcée interclasse, d'imposer à un acteur qui n'aurait plus finalement d'intérêt économique, de dépasser son opposition pour faire adopter un plan et sauver une entreprise. Et efficacité d'ailleurs aussi dans l'objectif de réduire la durée des procédures, avec notamment une sauvegarde dont la période d'observation est réduite et dont le tribunal n'a plus les moyens d'imposer un plan à 10 ans. Ensuite, vous vous interrogez sur la possibilité de juger ou pas cette réforme. Ce qui est sûr, c'est que là, on est au tout début. Donc, qui dit tout début, dit aussi éprouver les textes finalement à l'aune de ce qu'on aura au quotidien. On observe d'ailleurs déjà qu'il y a certains éléments du texte qui sûrement feront l'objet d'une précision. Je pense notamment à la définition ou à la notion de détenteur du capital, qui est peut-être un peu extensive dans le texte actuel. On l'a vu dans certains dossiers, et qui, parce que notamment permet d'assimiler à détenteur de capital des obligataires qui seraient titulaires de titres hybrides, là où la volonté du législateur était plutôt de cibler vraiment ou de circonscrire la notion de détention du capital, parce qu'elle permet d'avoir des protections dont on n'a pas nécessairement besoin d'avoir un obligataire. Donc il y aura sûrement des précisions qui viendront. Et puis ensuite, évidemment, dans quelques temps, il faudra évaluer tout ça. Peut-être un point, parce que finalement, un point sur lequel je voudrais insister, parce que finalement, on sent que c'est une matière qui se complexifie. Et pour les pouvoirs publics, un point d'attention, ce sera le coût de ces procédures. Comme vous le savez, c'est souvent sujet à débat, etc. Et en tout cas, côté État, on aura un point de vigilance particulier sur ce sujet. Oui, c'est un point intéressant, parce que c'est vrai, c'est un maître mot là, deux maîtres mots qui commencent à apparaître depuis le début de vos interventions. C'est la complexité accrue, la technicité renforcée, et d'ailleurs une complexité qui est transversale, qui est à la fois droit et chiffres. Ouais. Et ça, c'est... Alors ça a toujours été le cas, mais là on sent qu'on a passé une étape. Et la question des coûts. La question des coûts, au sens d'ailleurs des économistes, c'est-à-dire coûts financiers, mais coûts de temps, coûts d'approche, etc. Eh bien, avec tous ces éléments-là, est-ce qu'on peut déjà avoir quelques idées de comment appréhender 2022 ? Et peut-être qu'on peut demander à Marie.
Merci Arnaud. En 2022, il va falloir gérer les conséquences de ce qui s'est passé en fait en 2020 et 2021. Et en premier lieu, on peut penser à la dette Covid parce qu'il y a du passif lié à la crise sanitaire et en particulier au PGE. Alors, il y a un taux de défaillance qui est attendu assez limité au niveau des PGE, mais il y a quand même des mesures qui ont été mises en place pour pouvoir venir encadrer la restructuration de ces prêts un petit peu particuliers. Donc, normalement, le principe, c'est un amortissement sur 6 ans, mais il y a la possibilité d'un différé de 2 ans, la possibilité d'aller au-delà de ces 6 ans initiaux dans le cadre d'une procédure de conciliation ou procédure collective, et puis dans le cadre d'un récent accord de place, d'avoir un étalement supplémentaire via l'intervention de la médiation du crédit. Alors, les structurations sont attendues comme peu nombreuses, mais elles pourraient être d'envergure. On a déjà des règles qui viennent d'être posées pour le cas dans lequel le passif lié à ces PGE ferait l'objet d'un abandon ou d'une conversion en capital. Donc, ça devient assez technique et on peut envisager des choses assez particulières sur 2022 à cet égard. Donc, en 2022, on aura cette restructuration du passif, la réforme à l'épreuve du feu, les jurisprudences, éventuellement les premières jurisprudences qui viendront nous donner des informations sur comment mettre en œuvre ces textes un peu particuliers. Parce que même si le débiteur peut choisir volontairement de mettre en place les classes de parties affectées en sauvegarde ou en redressement, même s'il n'est pas dans les seuils, a priori, les gens vont quand même être assez attentifs de voir comment ça va se passer avant d'y aller. D'accord, donc ça c'est effectivement un premier élément sur l'appréhension de 2022 qui est quand même déjà clairement, réellement et très concrètement inscrit dans le paysage. Et Jean-Pascal, toi, tu as ton approche sur l'appréhension de 2022 ? Alors, je suis totalement d'accord avec Marie sur ce qui vient d'être dit. Les enjeux de remboursement des PGE seront un sujet, mais ce ne sera malheureusement pas le seul sujet. En fait, on vit une situation qui est assez compliquée. On sort de la crise Covid, ou du moins on est dans un creux de la crise sanitaire. On a une croissance embarquée qui est inédite. C'est très bien. On a une crise géopolitique qui vient de s'ouvrir et qui, indépendamment qui malgré cette crise, pour l'instant, les études de la Banque de France et de l'INSEE maintiennent un niveau de croissance, certes ralenti, mais maintiennent un niveau de croissance, donc c'est une bonne chose. On a une poussée inflationniste qui devrait venir, qui devrait être différente suivant les différents pays. On a une élection présidentielle qui va venir et qui risque de créer des changements peut-être sur un plan de gouvernance. Et puis on a des tensions fortes, voire même de la pénurie, sur des matières premières et sur les énergies aussi. Donc tout ça fait que c'est un ensemble de choses qui devient un petit peu compliqué à gérer. On a une boîte à outils avec un outil nouvellement formé. On a aussi, de la part de l'État, un kit anti-crevaison qui est relativement efficace, enfin qui est même très efficace au vu des chiffres que j'ai exposés tout à l'heure. Donc on a les éléments pour le faire. Mais comme on a une visibilité qui se réduit de plus en plus, il faut aujourd'hui que les entreprises aient vraiment, de manière très proactive et de façon très anticipée, vraiment une vision rivée sur leurs indicateurs de trésor actuels et prévisionnels. Alors, ça, c'est indispensable. D'accord, effectivement, contexte d'incertitude fortement accru, oui. et donc un focus mis sur l'importance de la trésorerie, alors qui est toujours importante, mais là qui devient absolument c'est l'indicateur essentiel dans les situations de crise. Oui, tout à fait. Laurent, justement sur l'appréhension de 2022, vous auriez des observations particulières ? Exercice particulièrement compliqué parce qu'il y a 2 mois, je vous aurais peut-être pas répondu pareil et dans 2 mois, je vous répondrai peut-être différemment. Mais si on prend un peu de recul, le premier élément, on parlait du nombre d'entreprises de défaillance. Les prévisions actuelles du Trésor, c'est qu'on devrait revenir à un niveau normatif du nombre de faillites tel qu'on le connaissait avant crise, peut-être au cours de 2023, sans qu'il y ait d'effet rattrapage. C'est-à-dire que ce qu'il y a eu en moins en termes de faillites, on ne sera pas en surplus demain. Ça, c'est l'analyse globale. Sur 2022, il y aura, et vous l'avez dit, évidemment, le sujet des PGE potentiellement, puisqu'on arrivera au bout des 2 années de franchise, donc il y aura potentiellement des restructurations, etc. En plus, arrive maintenant cette crise, les conséquences de la crise en Ukraine et du conflit qu'il y a. Ceci dit, et avec notamment le sujet de l'énergie, ceci dit, on percevait déjà des difficultés sur le coût de l'énergie et sur les approvisionnements avant. Si on fait un focus sur la crise en Ukraine, il y a 3
typologies d'entreprises qui sont concernées. Il y a d'abord les entreprises à capitaux russes. Il n'y en a pas beaucoup en France, il y en a quelques-unes, donc il faudra les traiter. Il y a ensuite les entreprises qui ont des activités en Russie ou en Ukraine et qui, de fait, se trouvent affectées. Et enfin, donc, il y a ce sujet évidemment central du coût de l'énergie. Dans ce cadre-là, vous l'avez vu, le gouvernement a annoncé un plan de résilience avec une série de mesures qui seront progressivement, dans les prochains jours, détaillées et mises en œuvre. Il y a peut-être 2 mesures sur lesquelles on peut revenir. D'abord, le retour finalement du PGE avec une tranche complémentaire de 10% qui permettra d'aller donc jusqu'à 35% jusqu'au 30 juin et qui restera cette tranche de 10% jusqu'au 31 décembre 2022. Donc qui permet de répondre à ce sujet de financement de BFR. Le deuxième élément, il y en a beaucoup d'autres, hein, mais le deuxième élément sur lequel on travaille, c'est une subvention qui permettra de couvrir jusqu'à 50% du surcoût lié à l'augmentation du gaz et de l'électricité, notamment ciblant les entreprises qui sont particulièrement affectées par ces hausses de coûts et qui seront plafonnées à 25 millions pour toutes les entreprises de tous les secteurs et à 50 millions pour une liste de secteurs qui sera précisée. Et c'est finalement un peu la formule qu'on avait trouvée pour le Fonds de solidarité qui sera donc là appliquée spécifiquement à ce sujet énergie. J'ajoute un critère, évidemment, ce seront pour les entreprises qui se retrouveront en EBITDA négatif en 2022, qui pourront bénéficier de cette aide que je viens de mentionner. Voilà pour... D'accord. Donc, incertitude finalement de retour et donc action du gouvernement pour tenter d'y faire face. Incertitude de retour et finalement maintien du rôle de l'État quand même au chevet des entreprises, mais ciblé ici effectivement sur les particularités qui sont les conséquences de la crise ukrainienne, effectivement. Alors face à cela, face à cet ensemble, quelles peuvent être les recommandations que l'on peut donner? Et puis peut-être rester avec vous, Laurent, puisque vous venez d'indiquer qu'il y avait un certain nombre de mesures, donc quelles seraient des recommandations? Quand on reçoit les entreprises qui sont donc en difficulté, on en tire 2 enseignements. Le premier, c'est évidemment d'anticiper. Ça paraît tout simple, mais c'est finalement souvent une notion qui n'est pas si présente que ça dans l'esprit des entrepreneurs, parce que finalement on est dans son activité, etc., et on ne voit pas les difficultés venir. Et finalement, pour réussir une restructuration, ou en tout cas pour éviter des difficultés, c'est l'anticipation qui est finalement la valeur cardinale ou le point central. Et anticiper, ça veut dire quoi? Ça veut dire aussi, donc déjà, s'entourer de tout l'écosystème en fait, qui permet d'être accompagné pour une entreprise, auditeurs, commissaires aux comptes, mais aussi potentiellement l'État et les professionnels aussi des entreprises en difficulté. Ça veut dire aussi ne pas avoir peur d'être accompagné, pareil, par ces acteurs-là, avec notamment cette difficulté qui est qu'il y a eu un afflux de liquidités, PGE, il y a eu les moratoires sur le passif public. Tout ça a vocation, malgré tout, à disparaître ou au fur et à mesure à se réduire. Donc, il faudra veiller, vraisemblablement, à ne pas être dans l'illusion, finalement, de cet afflux de liquidités et bien avoir en ligne de mire le fait qu'il faudra les rembourser, les apurer et donc travailler sur ses marges, travailler sur sa rentabilité, sur sa solvabilité. D'où ce mot d'ordre, finalement, d'anticipation et d'acceptation d'être aidé pour y faire face dans les prochains mois ou prochaines années. Quand même, merci. Alors, peut-être on va revenir tout de suite sur le juridique. Marie, tes recommandations? Alors face à ce télescopage réforme, climat économique difficile, 2 recommandations. La première, c'est adapter sa vision des choses, sa façon de voir sa propre situation par rapport à ce qu'on s'est dit ce matin et aux nouveautés de la réforme. Donc quelle procédure, quelle priorité, de quel professionnel dois-je m'entourer et à quel stade de la procédure. On l'a vu, un professionnel du chiffre bien en amont, ça sera extrêmement utile, et ce, quelle que soit la partie prenante concernée. Les points d'attention seront soulevés au moment des difficultés, bien sûr, mais aussi en amont, on l'a vu, finalement, dès que la constitution d'une sûreté sera sur la table. Et c'est mon deuxième point, c'est l'attention qu'il va falloir porter en plus
sur le point des sûretés, comme on l'a dit ce matin. En plus de la réforme sur le droit des entreprises en difficulté, effectivement, il y a eu une autre ordonnance qui a été rendue dans le domaine des sûretés, avec l'objectif de simplifier ce droit, d'en renforcer l'efficacité. Et aujourd'hui, on voit bien que la sûreté est au cœur du processus. Il faut pouvoir choisir sa sûreté la plus pertinente, la plus efficace parmi la panoplie qui existe. On a parlé de la fiducie-sûreté. Aujourd'hui, on ne peut plus l'exclure, en tout cas, du raisonnement des créanciers. Oui, ça c'est un point qui est intéressant, c'est un effet, j'allais dire, collatéral de ces réformes, c'est que la fiducie, pourtant introduite comme élément de modernisation de notre droit et comme réponse à l'utilisation du trust de common law, ne se développait pas tant que ça, hein. En tout cas, un début très très poussif dans la pratique, et là on voit bien que désormais c'est un outil qu'il va falloir considérer, avec ses aspects tout à fait positifs, et les aspects d'ailleurs problématiques mentionnés par Laurent. C'est le fait que, on revient sur un débat qui a déjà existé, mais qui là va véritablement être prégnant, c'est qu'à partir du moment où les actifs sont logés en dehors de l'entreprise, comment est-ce qu'on fait pour restructurer une entreprise, et donc avec des tensions sans doute en amont de négociation, de discussion, mais clairement, et je pense que la recommandation est très, très, très pertinente, clairement il faut s'intéresser à cet aspect des sûretés, y compris la fiducie qui est un outil malléable. On a beaucoup parlé d'évaluation, Jean-Pascal. Donc je reviens vers le chiffre, mais peut-être auras-tu une autre recommandation, mais quelle recommandation éventuellement ? Alors, il n'y a pas que les entreprises qui vont mal à qui on va s'adresser, mais effectivement pour celles qui ont eu des PGE ou celles qui n'en ont pas eu, il faut aujourd'hui, dans le cas présent, avoir une vigilance accrue sur ses capacités de remboursement pour ne pas s'exposer. Je rappelle quand même qu'une entreprise qui a eu un PGE qui représente 25% de son chiffre d'affaires, c'est à peu près 6% de son chiffre d'affaires à rembourser sur 4 ans. Donc c'est quand même pas rien. Donc il y a cette vigilance sur le remboursement des prêts que l'entreprise a pu avoir, du financement de son BFR en ce moment, parce qu'il a plutôt tendance à monter, et puis du financement de ses CAPEX. Ça, c'est de manière générale, juste pour se donner de la visibilité. Pour les entreprises qui sont confrontées à une restructuration, ou qui vont être confrontées à une restructuration, là encore, les prévisions de trésorerie, toujours avoir un horizon de trésorerie en se préparant à des scénarios qui sont un petit peu dégradés, ou voire même très dégradés. Je rappelle, c'est juste une illustration, mais elle m'avait marqué. J'avais rencontré un chef d'entreprise postérieurement au premier confinement, et à qui je demandais comment ça s'était passé. Et il me dit, ça s'est très bien passé, on avait des prévisions de trésorerie, on était équipés, ça s'est bien passé, on a eu le PGE, il n'y a pas eu de problème. Et je lui dis, est-ce que vous avez fait des prévisions de trésorerie dans lesquelles vous anticipez un deuxième confinement ? Et là, il me regarde l'air éberlué en me disant, non, là, ça passe pas, voilà, quoi. Bon, on connaît tous l'histoire. Donc, du coup, il ne faut pas hésiter à avoir des scénarios un peu plus sensibilisés et se préparer à une situation plus difficile. Et puis, en termes d'évaluation, puisqu'on est dans l'anticipation, et je crois que c'est le maître mot qu'on retiendra pour aujourd'hui, puisqu'elle est accrue du fait de cette réforme, elle est accrue également du fait de cette situation, ce contexte dans lequel nous vivons, peut-être procéder à une évaluation de son entreprise avec des prévisions d'exploitation et de trésorerie, une évaluation est déjà anticipée qui seront les créanciers dans la monnaie. Savoir qui est autour de soi, quel est l'environnement de la société, dans l'hypothèse où la situation devrait se tendre. D'accord. Effectivement, l'idée de l'évaluation et l'idée des scénarios, je trouvais intéressante. Elle fait penser, et peut-être est-ce une voie à explorer, elle fait penser à ce qu'on a tiré comme enseignement de la crise financière de 2008-2009, avec, pour les banques, les fameux crash tests, avec les scénarios catastrophes, où effectivement, ce qu'on ne faisait pas avant, c'est que là, on est allé chercher des scénarios, alors un peu comme ce que tu viens de dire, premier confinement, second confinement. Et peut-être que là, ça, c'est quelque chose qu'il faut intégrer du côté des entreprises. Voilà, quels pourraient être les pires ? Alors évidemment, n'oublions pas que la réalité a tendance à dépasser la fiction, mais là, il faut quand même essayer d'imaginer des scénarios absolument catastrophes pour pouvoir voir quelle résilience l'entreprise est capable d'avoir, si c'est bien ce que j'ai compris. C'était mon propos. C'est souvent, et quand on parle de quels sont les signaux, on s'attend toujours à un signal très fort. La plupart du temps, c'est une combinaison de signaux faibles qui deviennent un signal fort. Alors, il faut le prendre en compte aussi. Très bien. Écoutez, merci beaucoup. Nous arrivons au terme de ce premier Live TV consacré aux entreprises en difficulté et sans doute serons-nous amenés à reparler de ce sujet. Peut-être que en quelques mots de conclusion, je pense qu'effectivement, il y a un point qui apparaît
fondamentalement, c'est l'anticipation. Hein, vous l'avez tous dit, c'est revenu. Et donc ça, je pense que c'est ce qu'il faut retenir pour les entreprises. Après, peut-être 4 points très très rapides de conclusion. Le domaine d'expertise qu'est le restructuring est devenu encore plus complexe et encore plus technique qu'il n'était. En plus, dans un environnement de crise, ce qui oblige effectivement à être accompagné et surtout à avoir des gens qui ont une compétence en la matière et de l'expérience. La période où on pouvait faire du restructuring de manière un peu je dirais, d'amateur, à la papa, oui, a complètement disparu. Et ça, c'est vrai que vous l'avez tous dit, une complexité accrue, et une complexité d'autant plus importante que nous avons des concepts qui ne sont pas encore clairement déterminés et qu'il va falloir prendre le temps de les regarder. Un autre élément, c'est effectivement que les grandes entreprises sont face à un nouveau texte complexe et aussi plus coûteux. Donc il y a aussi cet aspect-là, et il est important d'anticiper. Et l'anticipation ici, c'est effectivement de regarder tous ces éléments. Et puis, potentiellement, avec la crise géopolitique, à vous entendre, il va y avoir quand même beaucoup de monde potentiel qui vont être en besoin de restructuring. Donc voilà pour ces éléments de conclusion. Je remercie notre invité, évidemment, Laurence Huster. Je remercie nos experts, Marie Wester, Jean-Pascal Beauchamp. Et pour avoir plus d'informations, il vous suffira d'aller sur les sites de Deloitte et de Deloitte Société d'avocats, où vous trouverez évidemment des articles consacrés aux entreprises en difficulté. Et nous vous remercions de nous avoir suivis.